Bonsoir à toutes et à tous. Les élections municipales du 15 et 22 mars prochain s'annoncent passionnantes. Et pour vous faire vivre cette campagne électorale, France 3 Provence-Alpes se mobilise. Ce soir, nous allons nous intéresser à Toulon, qui est l'objet d'une vive compétition. Les candidats en lice sont nombreux. Sur ce plateau, pour débattre de leurs idées, de leurs projets, j'ai le plaisir de recevoir le sénateur LR, Michel Bonus. Donc, vous conduisez une liste qui est soutenue aussi par les grands ténors de la droite dans le Var, notamment Hubert Falco, mais aussi donc, tous les grands patrons, que ce soit le département et les autres. Face à vous, Laure Lavalette, bonsoir. Donc, bonsoir. Vous êtes députée du Rassemblement national dans le Var. Et puis, vous conduisez donc une liste que vous présentez en tout cas sans étiquette. Exactement. Et je rappelle aussi que vous êtes porte-parole nationale du Rassemblement national. Isaline Cornil, vous êtes tête de liste d'une liste donc soutenue par la France Insoumise. Et puis, face à vous, Magali Brunel, vous êtes encartée au Parti Socialiste. Bonsoir. Et vous conduisez une liste d'union de la gauche soutenue notamment par le Parti communiste ou encore les écologistes. Et puis, à noter aussi que José Massy, la maire sortante, candidate aussi à Toulon, était invitée ce soir pour débattre. Mais elle n'a donc refusé de participer à ce débat du service public. Nous le regrettons, mais nous sommes heureux de vous avoir. À mes côtés... On a déjà deux candidats de gauche sur le plateau, on a déjà deux candidats. Ouais, on en reparlera alors, Lavalette. Ça y est, c'est parti. Pour ces 1 heure de débat, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Philippe Bocara de la radio ici, Provence. Absolument. Qui est venu avec quelques questions. Plein de questions des auditeurs de Toulon. Provence, de Toulon, qui vont interpeller nos candidats ce soir. Très bien. Et puis on va démarrer tout de suite par la première thématique, celle des transports. Philippe, il y a des questions sur les transports. Absolument. On a eu beaucoup de questions qui ont été recueillies à Toulon par Maxime Glorieux, notre reporter. Et la première question, c'est celle de Nicolas. Il habite dans le quartier Claret à Toulon. On l'écoute. Bonjour, j'aimerais savoir quelle politique de transport en commun est prévue sur Toulon. Parce que quand on compare Toulon avec des villes de taille équivalente, on s'aperçoit qu'à Toulon, c'est très très pauvre et on est vraiment déçus de cette proposition. Nicolas, qui s'adresse à vous quatre, cette question des transports qui est fondamentale dans une ville comme Toulon. Michel Bonus, peut-être on va commencer par vous. Quel est votre grand plan ? On sait que le BHNS met du temps à arriver, ça ne fonctionne pas très bien, il y a eu un certain nombre de problèmes. D'après ce que j'ai vu sur différents papiers et différentes informations, il faudra attendre 2038 pour avoir un BHNS qui fonctionne correctement. Vos propositions, si demain vous êtes élu maire de Toulon ? Non. Bonjour à tous et à toutes. Le BHNS, c'est parti. Ça a été opté par... D'abord, c'est des compétences métropolitaines. C'est parti. On a commencé les travaux sur Olioul. On va voir qu'il va commencer à partir de Naval Group. Il va descendre en route de Marseille. Puis il va arriver 15e corps pour finir à Bir Hakeim. Donc ça, c'est acté. En 2028, on va voir le bout. Moi, simplement... 2038, pardon. 2038. Je voulais simplement vous dire que c'est un choix qui a été fait et coordonné par les 12 maires des 12 communes. Et voilà, moi, je respecte complètement ce qui a été fait. On ne peut pas revenir en arrière aujourd'hui, ça serait une hérésie, mais ça va chambouler complètement les quartiers. Voilà, moi, je vois la rue du 15e corps aujourd'hui, elle va complètement être chamboulée. Pourquoi ? Parce que d'abord, de Naval Group jusqu'à Bir Hakeim, on va gagner 10 minutes. C'est important, hein. En 30 minutes de transport, on va gagner 10 minutes. Donc c'est un impact important, mais ça va impacter complètement la voirie, l'éclairage public, les trottoirs, les façades. Ce sera l'occasion, Michel Bonus, de revenir aussi justement avec ces travaux, peut-être d'instaurer aussi des pistes cyclables. On l'évoquera tout à l'heure, mais je crois, Magali Brunel, que vous n'êtes pas du tout d'accord et que vous avez un autre projet pour Toulon. Absolument, parce que ça va chambouler la vie des quartiers. Oui, ça va surtout empoisonner la vie de certains quartiers, notamment le Pont du Las et Saint-Jean-du-Var, qui ne vont pas être en site propre. Ils font partie de ces quartiers qui sont oubliés par le BHNS. Et au contraire, au Pont du Las, la déclaration d'utilité publique déclare que le quartier va prendre 2 degrés de plus avec ce superbus. Superbus électrique. Un superbus électrique, mais qui va occasionner des coupes d'arbres et qui va provoquer de la chaleur supplémentaire dans ce quartier en particulier. Donc le tramway, évidemment, est une solution moins impactante au sol,
lui permet justement des pistes cyclables complémentaires puisqu'il prend justement moins d'impact au sol. Et il est au final la solution qui est à la fois la plus efficace, la plus écologique, la plus inclusive et même la plus rentable. Magali Brunel, ça veut dire que vous reprenez tout à zéro. Il a fallu 10 ans de concertation pour arriver au BHNS, qui est un bus à haut niveau de service, un gros bus électrique. Oui, parce que sinon, on va arriver au mur, en fait. On va arriver à ce qu'on appelle un verrouillage d'infrastructure, c'est-à-dire que dans 10 ans, il faudra tout recommencer parce que le BHNS, une fois qu'il sera mis en service, il sera déjà dépassé, déjà obsolète. Donc, arrêtons de perdre du temps. Ouais, c'est sûr que le sujet du BHNS, c'est le sujet majeur quand on va à la rencontre des Toulonnais. Moi, je comprends Nicolas, il habite à Claré. Par exemple, à Claré, après 20 heures, vous n'avez pas de bus, vous restez chez vous, ça pose une vraie question. Le problème, c'est que la montagne a accouché d'une souris. L'équipe de Michel Bonus, Monsieur Falco, Madame Massy a opté pour le BHNS qu'il a voulu mettre en place. Ce bus à haut niveau de service qui n'a de haut niveau de service que le nom. Il est en site propre que sur 70%. Donc, il y a 30% sur lesquels il n'est pas, qui font baisser évidemment son haut niveau de service. Il y a peu de passagers qui sont transportés, évidemment. On en est, je crois, à 600 par heure, alors qu'il y a d'autres modes alternatifs. On peut monter à 4000, 5000. Et puis, il ne faut pas oublier que les entreprises ont été rackettées pendant plus de 20 ans avec la taxe mobilité. Et elles ont déjà donné 450 millions d'euros. Ce BHNS final coûtera 600 millions d'euros, c'est-à-dire 2 fois le coût d'un BHNS parisien. J'ai vu 395 millions d'euros pour le bus à haut niveau de service. Ça fera en tout, jusqu'en 2038, 600 millions d'euros, ce qui est colossal. Il y a déjà 450 millions qui ont été collectés. En fait, la vraie question, c'est qu'il y a des alternatives qui existent, que ce soit évidemment le tramway. Madame Brunel vient d'en parler. Moi, je propose, figurez-vous, de justement d'énumérer ces alternatives, donc le tramway, le RER urbain en faisant un super TER, ou pourquoi pas le métro, soyons ambitieux aussi. Je vais proposer ces 3 alternatives aux Toulonnais et figurez-vous qu'ils choisiront. Nous allons collectivement choisir les transports de demain. Toutes les enquêtes publiques montrent que ce BHNS n'est pas à la hauteur des enjeux. Si on veut avoir un territoire attractif, si on veut faire venir les entreprises, s'installer, avoir des familles qui viennent, le tramway, le métro. Les Toulonnais choisiront, figurez-vous. Ça sera un très bel exercice de démocratie citoyenne. Il est temps de leur donner la parole. Pour que les citoyens puissent choisir, il faut des études sérieuses, il faut des études comparatives. Et les études comparatives, elles ne peuvent pas se passer en claquant des doigts comme cela. Il faut d'abord commencer par faire des études comparatives sérieuses, qui permettent de voir combien le PHNS est effectivement obsolète par rapport au tramway notamment. Il est évidemment... Pour permettre aux Toulonnais de choisir de manière éclairée. Je vais pas donner la parole aux Toulonnais, Madame Brunel, quand même. C'est à eux de choisir. Ils puissent se dégager un consensus. D'abord, toutes les associations toulonnaises sont d'accord sur le sujet. Le CEREMA, qui est une institution nationale, est aussi d'accord sur l'idée que le tramway est ce qui est la meilleure solution pour Toulon. Donc, ce tramway, nouvelle version, c'est-à-dire avec des organisations de travaux allégées, il fera le consensus à la fin des études comparatives, bien sûr. On va laisser la parole à Isanil Corandil. Alors vous, je crois qu'en termes de méthodologie, vous êtes plutôt d'accord avec Madame Lavalette. De la concertation publique, c'est ce que vous demandez? Oui, c'est assez étonnant, mais c'est vrai que par rapport à ce que disait Monsieur Bonus tout à l'heure, en effet, le problème et des transports et des autres problématiques qu'on va aborder, c'est qu'en général, la parole n'est pas forcément donnée aux habitants à Toulon. Les habitants ne sont pas consultés et des personnes comme Nicolas, du coup, se retrouvent avec des mécontentements. Et au niveau des transports en commun, c'est le cas actuellement. Je suis un petit peu d'accord sur le projet de tramway. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à mettre en place, en effet, un tramway sur Toulon. En revanche, je pense que nous ne devons pas imposer ce type de projet, la longueur des travaux, etc., à la population. Nous devons mener une étude. Nous devons mener un grand débat citoyen qui finirait avec une votation citoyenne sur oui ou non veut-on du tramway. Mais alors, nous pensons que c'est la meilleure solution. Est-ce que toutes les 3, puisque vous n'êtes pas d'accord avec Michel Bonus, est-ce que toutes les 3, vous êtes prêtes à repartir quasiment de zéro avec de nouvelles études et repousser l'organisation nouvelle de transport à Toulon? On ne repart pas du tout de zéro, puisque les enquêtes ont été menées pour le BHNS il y a un an. De préciser aux téléspectateurs. Il y a un an, et les enquêtes ont aussi été menées pour ce qui concerne le premier tracé tramway il y a 20 ans de cela. Donc en réalité, les études de sol, etc., elles n'ont pas changé. Et donc on peut s'appuyer sur des études existantes et on peut les poursuivre sur un modèle comparatif qui n'a jamais été proposé. Enfin, la votation... Juste revenir sur un point. Madame Brunel, vous dites, on va abattre des arbres. Non. On va abattre 10 arbres pour en planter 300. En degrés sur le 15e corps, et c'est pas moi, c'est les études qui le disent,
Sur le 15e corps, entre 9 et 10 degrés de moins. 15e corps, c'est le pont du Las. On ne va pas éviter le pont du Las. On va rentrer dans le pont du Las. Saint-Jean-du-Var, je compte bien, quand on arrive à Birakem, je compte bien le mettre dans le pont du Las. Et je compte bien réhabiliter le pont du Las et Saint-Jean-du-Var derrière. Laissez-moi terminer. Après, vous parlerez quand vous aurez la parole. Donc là-dessus, déjà, je trouve que c'est un peu... Quand vous dites on va battre des arbres, il faut dire qu'on va en planter 300 et qu'on va battre 10 arbres. Oui, c'est vrai, mais c'est marqué dans les études, quand on l'a évoqué. Après une réflexion aujourd'hui que je me fais, c'est que si demain, il se passe quelque chose sur le pont du Las et sur le 15e corps, un incendie, les pompiers immobilisent le 15e corps. On n'a pas de voie de détournement avec le tramway. Il passe là, il passera là. Toulon, c'est en long, et Toulon, ça monte et ça descend aussi. On connaît bien notre ville. S'il se passe pareil sur Saint-Jean-du-Var, on a bloqué complètement la ville. Si demain il se passe quelque chose, et je ne le souhaite pas, sur le tunnel, on a 70 000 véhicules qui passent sous terre. On a 1500 poids lourds qui passent sous terre. Demain, on a quelque chose dans le souterrain. Si aujourd'hui se passe quelque chose malheureusement dans le tunnel, on est tous bloqués parce qu'on n'est pas capable d'absorber. Mais vous l'avez vu le tracé du tramway pour dire ça ? Le tramway, ce que je vois, c'est qu'il y a des tramways à 24 mètres. À côté. Le BHNS, il fait 24 mètres. Moi, c'est un coup. Donc, on va dire. En gros, Michel Bonus, vous dites aujourd'hui, dans la configuration géographique de Toulon, le tramway n'est pas adapté. Écoutez, il prend juste moins de place. Moi, je vous dis franchement, j'ai été commerçant dans le centre-ville. Si on attaquait et on n'était pas nus, on était assez en difficulté. Et je vous dis franchement, si on avait attaqué les travaux du tramway, je ne serais peut-être pas là pour vous parler. Parce que je sais à quel point c'est compliqué. Aujourd'hui, ça veut dire rentrer dans Toulon, ça veut dire rentrer aujourd'hui, on va bloquer tout Toulon. On a besoin... Et le BHNS, il va rien bloquer ? Il y a des études. Il y a des tramways et ça bloque pas la ville. Chaque ville est un cas particulier. Il y a des villes qui reviennent. Oui, et le BHNS, il ne fait pas de C'est complémentaire. En fait, vous aurez toujours un réseau de bus autour. Non. Monsieur Bonus, juste pour avancer, on a bien compris que vous étiez opposé en tout cas au tramway. Je ne suis pas opposé au tramway. Vous dites qu'il n'est pas adapté à la ville de Toulon. Non, je respecte ce qui a été voté par les 12 maires de la métropole, c'est les compétences métropolitaines. Et moi, quand on est maire de Toulon, on prend... J'aurais pu me poser la question, il y a peut-être 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, c'est acté. Donc vous ne souhaitez pas, on a compris que vous ne souhaitez pas revenir en arrière. Non, pas du tout. Et donc, petite question, juste pour faire avancer sur la question des transports. On a bien compris que vous n'êtes pas d'accord sur cette question-là. Isaline Cornil, il y a un autre point aussi que vous partagez aussi avec Magali Brunel, c'est celui d'envisager la gratuité dans les transports. Alors, rapidement, est-ce que c'est envisageable ? Dites-nous, comment financer ? C'est tout à fait envisageable. Nous voulons que les personnes aient envie de délaisser leur voiture en ayant une offre qui soit satisfaisante. Donc, 1, le tramway. 2, augmenter la fréquence, augmenter les lignes de bus déjà existantes avec des nouvelles unités. On a compris, mais la gratuité, ce serait une incitation ? La gratuité, c'est pour inciter notamment les jeunes. Donc, nous avons la gratuité que nous proposons pour les jeunes et pour les privés d'emploi, donc pour les foyers qui seront les plus précaires. On a chiffré ça environ à 3 millions d'euros. Il faut savoir que c'est une très petite partie du billet, c'est 10% qu'il faut prendre en charge. Actuellement, on est sur un tarif d'1,40 €. Donc c'est largement finançable, il n'y a aucun souci. 1,40 €, pas pour les personnes âgées, les personnes âgées sont à 90 centimes. Moi, vous avez raison, on peut mettre la gratuité sur les... Moi, je suis favorable à ça. Mais ce n'est pas le même tarif pour tout le monde. D'accord. Les personnes âgées, c'est 90 centimes. Pour nous, il y a déjà des tarifs, sociaux. Très attractifs. Juste sur la gratuité, Laure Lavalette, qu'est-ce que vous pensez de la gratuité ? Non, mais il y a déjà des tarifs qui existent. Et vous mais là, on est sur une gratuité totale. Ce n'est jamais gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Moi, je suis pour garder et même aller un peu au-delà. Parce que typiquement, les personnes handicapées qui sont dans le foyer fiscal de leurs parents se remettent à payer le bus, qui n'était pas le cas il y a encore longtemps. Moi, ça me paraît complètement aberrant. Donc, je trouve ça très bien qu'il y ait certaines catégories qui aient des gratuités. Mais le gratuit pour tout le monde, non, ça n'est pas ma façon de voir. Parce que ça n'est jamais gratuit pour tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui paye, bien évidemment. La question aujourd'hui, c'est plutôt d'aller lutter contre la fraude, notamment au Bagne, où le transport est entièrement gratuit pour l'ensemble de la population, quelle que soit la catégorie d'âge. Ça n'est pas dans mon projet, Madame Brunet, si vous voulez bien, éventuellement, je peux peut-être finir une phrase. Brunel, pardon. Mais non, ça n'est pas effectivement, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye, et c'est encore cette classe moyenne qu'on va aller chercher et qui va payer. Je veux évidemment garder les forfaits gratuits. Je crois que les anciens combattants, les handicapés, pourquoi pas. Moi, je réfléchis aux mineurs, par exemple. Je me dis que mineurs de moins de 11 ans. Les étudiants, gratuits pour les étudiants. Il faut y réfléchir, pourquoi pas.
pas. Et les enfants de moins de 11 ans, quand vous avez une famille nombreuse, qu'il faut payer 4 tickets de bus, peut-être que s'ils sont accompagnés d'un majeur de 16 ans, par exemple, on pourrait faire une gratuité, mais non à la gratuité totale. Magali Brunel, très rapidement, Oui, parce que vous avez... évidemment, pour les classes moyennes, la gratuité, ça change la vie. Parce que quand vous êtes 2 parents avec 2 enfants et que vous payez tous un ticket de bus, c'est 100 € par mois qui sont allégés dans votre facture mensuelle. Donc c'est la seule solution pour arriver à des reports modaux et arriver de cette manière-là permettre aux Toulonnais de laisser enfin leur voiture pour les transports en commun. Et d'améliorer leur santé et d'améliorer tramway donc les ou bus à haut niveau de service. Vu ce qu'ils nous proposent et vu ce BHNS, les gens ne vont pas laisser leur voiture. C'est ça que vous n'avez pas compris, c'est que ce BHNS, il est tellement en dessous des enjeux de la métropole que non seulement on perd en attractivité, mais on ne va pas faire abandonner la voiture. Il faut vraiment un projet ambitieux qui soit à la hauteur, en tout cas, de la vision. Donc vous dites aujourd'hui que les 12 maires de la métropole, aujourd'hui les 12 maires qui ont acté ça, qui ont réfléchi avec des études d'impact, des indicateurs qui nous ont parlé. Non, ils ont réfléchi sans études comparatives. Donc ça veut dire que les 12 maires aujourd'hui qui ont signé, bien entendu, pour le BHNS, qui ont réfléchi et qui ont consulté leur population, parce que c'est des compétences, je répète, c'est des compétences métropolitaines, ça veut dire que c'est caduc et qu'on revient complètement dessus dans une agglo de 450 000 habitants. Et nous, les 50... L'État vient nous donner 40 millions d'euros, pas pour aller... Sur du génie civil. Ça veut dire qu'ils sont... Non, et après, je voudrais juste vous rappeler que le confort... On parlait déjà du tramway, on aurait pu, dans ce cas-là, continuer sur la ligne. On peut débattre très longtemps sur cette thématique. Michel Bonus, je vous propose, je pense qu'on a entendu votre position, vous êtes favorable au bus à haut niveau de service? Moi, je suis favorable à respecter ce qui a été décidé par les 12 maires des collectivités de la métropole. Très bien. Il y a eu un manque Même de si courage ça ne politique, bénéficie pas aux Toulonnaises et aux Toulonnais. Un manque de courage politique. On va passer à une thématique suivante, la thématique suivante qui concerne aussi beaucoup les Toulonnais. Je me tourne vers vous, Philippe Bocara, c'est la sécurité. Et il y a des questions là aussi. Absolument, il y a eu énormément de questions de la part des auditeurs de Ici Provence et des téléspectateurs de France 3 Provence-Alpes, avec une question notamment posée par Danielle. C'est une dame et elle habite dans le centre-ville de Toulon. On l'écoute. Bonjour, je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que vous comptez faire sur la sécurité à Toulon. Pourquoi il y a des endroits où on peut se promener tranquillement et d'autres endroits non. Le soir, si vous passez sur le cours Lafayette, c'est pas possible. Et par contre, si vous allez du côté de la place de l'Équerre, là vous pouvez marcher tranquillement, il n'y a pas de souci. Voilà, la question de la sécurité qui se pose dans la plupart des villes de taille moyenne ou de taille équivalente à celle de Toulon. Avec le témoignage de Daniel, à Toulon, on peut se balader tranquillement dans certains endroits, on ne peut pas se balader tranquillement dans d'autres, selon elle. Les uns et les autres, qu'est-ce que vous proposez en termes d'amélioration et en ce qui concerne la police municipale, la vidéosurveillance, etc. Isaline Cornil, peut-être, pour démarrer. Je vais bien commencer, parce que du coup, vous parlez de sécurité, mais à la fois, vous parlez de se balader tranquillement. C'est exactement le vocabulaire, en fait, antinomique, c'est-à-dire que la sécurité, elle doit être assumée par l'État. La sécurité, c'est la police nationale, c'est la police d'enquête, c'est des moyens qui doivent être mis par l'État et qui ne sont pas mis actuellement, qui ne permettent pas de lutter contre le grand banditisme, le trafic de drogue, etc. Et en revanche, vous avez la tranquillité publique, la sûreté, et donc ça, c'est la police municipale. Des polices municipales, il y a des endroits où il n'y en a pas. Ici, on est une ville qui est déjà assez bien dotée, puisqu'on a 260 agents, dont 152 agents municipaux et 22 ASVP. Voilà. Un agent pour 248 habitants à Toulon. Voilà. Et c'est une ville qui met déjà Vous ne souhaitez pas recruter plus de policiers municipaux, mais vous indiquez dans votre programme que vous voulez plus de bleus dans la ville, plus de points de proximité de sécurité. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les policiers municipaux ne sortent pas assez des bureaux, ne sont pas présents peut-être dans les quartiers de la même façon? C'est-à-dire que peut-être... Alors, en effet, je pense qu'ils ne sont pas présents tout à fait de la même façon. Ils sont plutôt concentrés... Les postes de police municipale, pour nous, il faudrait les multiplier, en mettre dans plusieurs quartiers, fonctionner par îlot et faire en sorte que la police de proximité puisse créer du lien avec la population. Mais pas forcément recruter plus de policiers municipaux. Nous ne voulons pas en recruter plus parce que pour l'instant, il y a 91 € par an par habitant qui est mis, ça représente un taux de 91 € par an par habitant, les moyens qui sont mis dans la police municipale. Donc pas forcément plus. Alors que nationalement, c'est 48 €. C'est pas en plus une ville, Toulon n'est pas une ville qui est dangereuse. Donc nous souhaitons que l'État fasse en sorte, en effet, d'assurer la sécurité avec une police nationale forte et une police d'enquête. En revanche, au niveau de la police municipale, nous ne voulons pas recruter plus. En revanche, nous voulons mieux utiliser cette police de proximité, qu'elle soit là pour régler les incivilités entre les habitants, qu'elle soit là pour la tranquillité publique, etc.
Dans la Valette, partagez cet avis, je crois que vous Non, alors moi j'ai un davantage. plan un peu plus ambitieux effectivement pour la sécurité. Je pense qu'il faut recruter 50 agents supplémentaires. J'ai été beaucoup moquée au tout début, le 14 janvier, quand j'en ai parlé. Mandat, ça fait à peu près mandat. 10 par an. Sur mon mandat, ça fait 10 par an. C'est 3 millions, c'est 1% en gros du budget de la ville. Et je pense que la sécurité des Toulonnais le mérite. Vous savez, la sécurité, c'est la toile de fond. Je veux dire, en tant que maire, vous aurez beau faire la plus belle des maisons de santé. Si vos parents ont peur d'y aller à 18h quand il fait nuit le soir, ça n'a pas de sens. J'aurais beau faire le plus beau festival de musique classique ou de musique urbaine. Si vous avez peur que vos enfants y aillent, ça n'a pas de sens. Donc en fait, la sécurité, c'est le préalable indispensable. C'est la toile de fond. On ne peut pas faire sans. Donc c'est vrai que moi, maire, je mettrai les moyens. Donc, avec ce recrutement, je ferai une police municipale 24 heures sur 24. Je la ferai aller dans les transports. Ça me paraît aussi être important. Je vous rejoins sur l'îlotage. Très important. Ça, vraiment, je regrette que ça n'ait pas été fait avant. Il faut recréer ce lien de la police municipale qui est là au service des Toulonnais. Mais cette police municipale, il faut qu'elle soit respectée. Il faut qu'elle soit choyée. Il faut qu'elle soit aimée. Je mettrai fin au management toxique qu'il y a dans la police municipale à Toulon. On a besoin de ces bonnes volontés. On se réentendra bien aussi avec la police nationale. C'est très important, ça sera en complément du nombre d'augmentation de caméras de vidéoprotection. Nous ferons un grand centre de surveillance urbaine, les grands CSU. Qui existe déjà. J'ai vu comme ça se faisait. Qui existe avec déjà. plus d'ampleur, oui, plus alors, d'ambition, comme ça se fait à caméras Perpignan. de vidéosurveillance oui, vous savez, à Toulon. Vous en voulez mais bien combien sûr, en plus? Madame Massy s'est targuée d'en avoir ouvert 13 l'année dernière et 14 l'année d'avant. Mais il y en avait 273 en 2017. Mais oui, mais ça n'est pas assez. Venez dans la rue à la rencontre des Toulonnais avec moi. Ils nous le disent tous. Ils ont tous besoin de sécurité. Ils sont stressés de rentrer chez eux le soir. Ça doit cesser. Il doit faire bon vivre à Toulon. Et la sécurité, évidemment, passe aussi par des caméras de vidéoprotection avec des gens qui savent exactement quoi regarder. Il faut mettre des gens derrière aussi. Hein. Évidemment. Et ça, vous avez raison. Il faut voir des gens très bien formés parce que si on vous met, vous et moi, devant un écran, nous ne saurons pas voir exactement quelles sont les prémices de la délinquance. Donc, on a besoin de ça et on a besoin de réarmer moralement cette police municipale. Avec moi, elle ne sera pas là pour mettre des PV, elle sera là pour assurer la sécurité de nos aînés, de nos enfants. Magali Brunel, oui. Sur la sécurité, vous aussi, j'ai regardé votre programme, il est assez étoffé sur cette question. Oui, bien sûr, avec le souci qu'évoquait Daniel et que nous partageons totalement son diagnostic, une sécurité à deux vitesses, c'est-à-dire des centres-villes qui sont plutôt bien pourvus en police nationale et municipale. On se sent en sécurité. Des quartiers où, effectivement, il y a un sentiment d'abandon qui domine et qui est évidemment insupportable. Nous considérons qu'il faut effectivement plus de policiers nationaux, mais il les faut justement dans ces quartiers-là qui sont les plus fragiles et dans lesquels les problèmes de sécurité sont les plus importants. Imaginez que la police nationale... Il y a 10 quartiers prioritaires notamment sur la ville de Toulon. Tout à fait. Sur 46 quartiers. La police nationale à la Beaucaire ferme ses bureaux à 17h. Comment on peut imaginer qu'à 17h, les narcotrafics... Donc vous êtes aussi pour une police municipale qui travaille 24 heures sur 24 ? Le narcotrafic, c'est pas la police municipale. Je parle de la police nationale. Je parle de la police nationale, c'est un bureau de police nationale. Donc il faut exiger davantage de policiers nationaux. Alors, comment vous faites sûr. Ça veut dire que toutes les deux, par exemple, avec vous aussi de votre côté, vous allez taper aux portes de la place déjà, Beauvau, il ne faut pas voter la restriction des budgets. Vous allez voir le préfet, vous dites à Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, s'il est encore là, je veux encore plus de policiers. Comment vous faites ? Mais c'est en parallèle, il y a effectivement cette dimension nationale. Moi, je vote en 2027 pour Mélenchon et je fais en sorte justement de donner les moyens pour tous les services publics. Ah non, moi je voudrais bien pas que... du tout pour moins de police. Nous, on est pour mettre de l'argent dans les services. Vous savez, le maire, il ne faut pas l'oublier, c'est le premier flic de la ville. Non, mais ça veut dire beaucoup parce que ça veut dire que moi, ce rôle, je l'endosserai. Moi, je ne me vois pas du tout dans la tour d'ivoire qui est la mairie. J'irai au contact des policiers municipaux tous les mois. Je leur dirai, vous avez voté l'affaiblissement des services publics. Est-ce que je vous demande, ça vous paraît cohérent ? Est-ce que vous trouvez que ça ne répond pas exactement à ce que demandent les Toulonnais ? Je pense qu'il faut vraiment retisser ce lien. Il faut les écouter. Cette police municipale, elle est précieuse. Il faut la choyer et vous verrez vraiment qu'on aura des résultats. Michel Bonus, cette police municipale. Oui, merci d'abord à Daniel, je comprends sa question et je suis conscient des problèmes. Premièrement, je m'engage à créer deux postes de police. Poste de police, un à Saint-Jean, de suite. Alors, deux postes de police, ce sont de... Un à Saint-Jean et au Pont du Las. C'est-à-dire que... Mais de police de quoi ? Parce qu'il y a déjà une police municipale au Pont du Las. Le commissariat, ça veut dire qu'on est ouvert 24 heures sur 24. Je parle de poste de police. Mais il existe déjà au Pont du Las. Non. Il ne reste pas un poste de police au Pont du Las. C'est collé à la mairie annexe. Il y a une salle dans la mairie annexe, mais ce n'est pas un poste de police. Un poste de police, c'est autre chose. Ça veut dire c'est des salles de repos, c'est des salles où on reçoit les plaintes, c'est des salles où on reçoit les gens, c'est des salles... C'est pas pareil. C'est comme le grand hôtel des deux Si vous polices. permettez, Madame Brunel, avec tout le respect que je vous dois, si vous me laissez terminer, vous avez tout le monde s'exprimer. Voilà. Là-dessus, je vous rejoins sur la police des transports.
important. La police des transports, ce sont des compétences métropolitaines. Il y a des faits qui justifient cette police des transports. Est-ce qu'on a aussi plus de délinquance aujourd'hui sur le réseau? Non, je veux l'accompagner dessus parce que c'est important, avec bien entendu l'arrivée du transport, le bus. L'arrivée du bus, c'est important pour nous parce que ça veut rassurer. Ça veut dire que les gens prennent le bus et c'est aussi rédhibitoire des fois. On ne prend pas le bus parce qu'on se sent en insécurité. Donc on laisse la voiture. Votre question, ça l'est. Oui, et quelque chose qui est important pour moi, c'est que je n'aurai pas d'adjoint à la sécurité. Il n'y aura qu'un patron, c'est le maire. C'est le maire qui parle avec le préfet. C'est le maire qui parle avec le préfet maritime. C'est le maire qui parle avec le directeur de la police nationale. Il n'y aura qu'un patron, ce sera le maire. C'est le maire qui... Je m'engage, moi, aujourd'hui, à travailler avec les policiers municipaux au quotidien. Parce que c'est important pour moi d'avoir le préfet, de travailler main dans la main avec la police nationale. Mais main dans la main aussi avec la marine, et main dans la main avec tout ce que ça comporte, parce que je vais mettre aussi des îlotages. J'étais le premier à en parler, mais il y a 2 ans. Parce que je l'ai mis en place. Mais avec ça existe déjà, jeunesse, cela, monsieur. Avec le service jeunesse, avec le service jeunesse, on a mis en place ça. Dans tous les quartiers de la ville. On a créé 10 maisons de tous. 10 maisons de tous où on travaillait main dans la main avec tous les acteurs des quartiers. Pourquoi? Pour apaiser. Vous savez, s'il n'y a pas eu une poêle brûlée pendant les émeutes à Toulon, c'est la seule ville de plus de 100 000 habitants, c'est parce que c'est pas grâce aux élus. Je ne vais pas me lever de là. C'est parce qu'il y a des gens qui travaillent au quotidien, les directeurs d'école, les présidents d'associations, les docteurs, les présidents des maisons de tous, les directeurs des maisons de tous. Tout ce qui fait aujourd'hui les mairies du quartier, tout ce qui fait la vie d'un quartier. Si on est arrivé aujourd'hui, et même à Paris, ils m'ont posé des questions et je suis intervenu même au Sénat pour ça. Donc c'est pour vous dire qu'il faut s'entendre là-dessus. Michel Bonus, si on a bien compris ce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous êtes élu maire de Toulon, vous êtes aussi adjoint à la sécurité. Je serai parce que vous êtes maire adjoint à la sécurité. Les premières compétences d'abord, ça dépend du maire. Si vous regardez la loi, c'est le... Oui. Par contre, j'embaucherai, j'ouvre un poste le lendemain à monsieur sécurité. Et qui accompagnera, bien entendu, le directeur de la police. Mais là-dessus, oui, c'est de ma responsabilité. Parce que vous avez raison. L'attractivité d'une ville, et j'ai travaillé la nuit à Toulon. Je sais comme c'est dur d'avoir la boule au ventre. Je sais comme c'est dur de partir avec la caisse le soir. Je sais comme c'est compliqué. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez été un restaurateur. Non, je n'ai pas créé que les restaurants. D'abord, j'ai des boîtes de communication aussi. Je n'ai pas fait que ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'angoisse aujourd'hui de commerçants, et pour rendre sa vie étudiante, sa vie universitaire, sa vie attractive, on a besoin de bases. Et les bases solides, avant toute chose, c'est les fondations, comme dans une maison, c'est la sécurité. Et après, on aura le reste. C'est pour ça que je m'y attacherai. Et surtout, pour moi, ça va de pair, c'est compatible avec tout. On a entendu votre message. Sécurité, j'aurais bien ajouté quelque chose, parce qu'en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec l'augmentation des moyens faramineux pour, par exemple, les vidéosurveillances. J'habite dans un quartier où il y a une vidéosurveillance 360 degrés. 2 fois, j'ai porté plainte pour 2 choses différentes et on n'a jamais pu faire quoi que ce soit pour moi. La Cour des comptes, une étude de la Cour des comptes montre que 1 à 3% des affaires peuvent être résolues grâce à la vidéosurveillance. Donc moi, je préfère payer des agents municipaux sur le terrain, parce que moi, vous dites, vous aviez un restaurant et vous avez connu peut-être, enfin quelqu'un l'a dit pour vous, mais moi je suis une femme, je rentre très tard le soir, et en effet, si je vois des patrouilles de police, de proximité qui sont là la nuit également, dans les alentours de là où j'habite, eh bien je serai largement rassurée et je préfère largement ça qu'une caméra de vidéosurveillance qui ne viendra pas m'aider si jamais on va clore cette thématique. Deux petites choses, je pense que pour revenir sur ce que disait Mme Cordy, de la prévention est essentielle. Mais vous allez parler à chaque fois que quelqu'un d'entre nous parle. C'est assez drôle comme toc. Non, c'est pas drôle et c'est pas un toc. En fait, moi, je pense qu'effectivement, ne serait-ce que l'éclairage, c'est fondamental, l'éclairage. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps à Cité-Genin, quand on me disait, en fait, on a peur de passer par les escaliers de Barbès, ça fait trop longtemps qu'ils ne sont pas éclairés. Et ça, je pense que c'est fondamental, il faut que ça remonte vite. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai une application, Toulon ma ville, on pourra tout de suite signaler, et dans la journée ou voire le lendemain, ça sera important. Et je vais aussi... étoffer enfin, je voudrais que la police municipale aide les infirmières libérales qui travaillent très tôt le matin, tard le soir, dans des quartiers parfois difficiles, qui m'ont dit la difficulté qu'elles avaient parce qu'elles ne se sentaient pas en sécurité. Et je pense qu'on aura ce partenariat infirmière libérale, aide à la personne libérale et police nationale municipale pour qu'elles se sentent en sécurité. On va terminer ce... Oui, je m'étonne que personne ne s'occupe de travailler sur les causes de l'insécurité. Parce que c'est là où on a absolument besoin à la fois de fermeté.
vous aussi vous m'interrompez. Mais c'était drôle, là. La fermeté est absolument nécessaire et il ne doit pas y avoir de sentiment d'impunité, mais il faut aussi accompagner, notamment en travaillant sur l'urbanisme, sur l'urbanisation des quartiers, sur le logement, parce qu'on sait que ça, c'est des facteurs Magali d'insécurité. Brunel, c'est justement la thématique qu'on va aborder. Tout de suite, je me tourne vers vous, Philippe Bocara. Vous savez, Madame Lavalette, chaque fois vous parlez de gauche et de droite. Quand on est maire, on est maire pour tout le monde. Non, mais si on commence à dire vous êtes de gauche, vous êtes de droite, ça ne va pas s'en sortir. Quand on est maire, on est maire. Même pour les gens qui ne votent pas pour vous. Même pour les gens qui votent pas et qui font campagne contre vous. Parce que vous avez besoin, aujourd'hui, c'est très important. Je suis députée depuis 3 ans et je suis élue aussi pour ceux qui n'ont pas voté pour moi. J'ai très conscience. Mais moi, j'aurais voulu que vous m'avanciez ce soir en me disant je suis élu depuis 15 ans à Toulon, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai réalisé avant d'être élu et voilà ce que j'ai fait après être élu. Et moi, j'attends que ça, madame. Mais vous êtes... J'attends que ça parce que j'aurais voulu... Qu'est-ce que vous avez fait sur le logement, mais moi, je vais vous le dire. Non, mais même sur la sécurité, monsieur Bonus, pourquoi n'avez-vous pas fait entendre votre voix? C'est votre majorité, la majorité. Moi, j'attends que ça. Je ne comprends pas. J'attends que ça, moi. Vous avez pas fait entendre votre voix? Mais bien sûr que j'attends ma voix. Moi, quand j'ai ouvert 10 maisons de tous dans tous les quartiers de la ville, on va passer à la thématique suivante. Hubert Falco m'a dit oui de suite. Arrêtez de mélanger gauche et droite quand on est maire. On ne s'en sort jamais. On va parler justement d'urbanisme et puis des grands projets. Et là aussi, Philippe Bocara. Beaucoup de questions, Il a des questions. des auditeurs d'ici Provence et des téléspectateurs de France 3 Provence-Alpes. Cette problématique de la ville, du littoral, Toulon, d'un côté les montagnes, de l'autre côté la mer, et beaucoup de questions autour de cette problématique, et notamment celle d'Éric, il a 63 ans, il habite dans le centre-ville, écoutez-le. Bonjour, ce que j'aimerais sur Toulon, c'est voir la mer, que je ne vois nulle part. Si je suis touriste, par exemple, et que je rentre dans Toulon, je passe sur les quais, Basse-Ville, et je ne vois jamais la mer, alors que j'aimerais la voir. L'aménagement du littoral, question importante comme pour une ville balnéaire comme Toulon, les uns et les autres, les unes et les autres, qu'est-ce que vous faites pour ça, avec finalement ce littoral, cette mer que l'on voit sur la partie du Mourillon, mais avant, on ne la voit pas. Alors certes, il y a l'Arsenal, Toulon, ville militaire, mais il y a peut-être quelque chose à faire comme d'autres villes méditerranéennes. Magali Brunel, d'ailleurs, vous l'évoquez dans votre programme. Oui, on la voit peu, c'est exactement le cœur de notre programme Made in Toulon, Méditerranée à Toulon, qui justement a pour but de redonner la mer aux Toulonnais et aux Toulonnaises. Et notre projet, il consiste justement à, d'une part, dégager et rénover les quais, parce que là, il y a des questions de sécurité. Les quais se tassent et des vagues de submersion vont venir et causer des problématiques très lourdes, à la fois aux biens, aux commerçants et aux personnes. Et puis, nous avons un projet de grande ouverture de l'esplanade devant Mayol vers la mer. Depuis le stade, nous aurons vue sur la mer dans une immense place, une immense esplanade de 11 000 m², qui permettra justement de faire le lien entre ces deux facteurs. Vous enlevez le parking, vous enlevez la gare maritime, vous enlevez... On ne l'enlève pas, on la déplace. Par contre, le parking qui est extrêmement cher et qui, 80% du temps, est à 2/3 vide, lui, on le déplace aussi de façon à avoir cette grande esplanade qui permet de relier ces deux emblèmes que sont Mayol d'un côté et la Méditerranée de l'autre. On reviendra sur Mayol après. Oui, d'ailleurs, Magali Brunel, donc ce projet d'aménagement porté par Hubert Falco et puis qui redémarre un petit peu d'aménagement entre Mayol et Pipadi imaginez avec des grandes halles, hôtels de luxe, des bureaux, ça c'est non. Alors, si vous êtes élu ? Ça, c'est non, parce que d'abord, c'est de la bétonisation et c'est donc dangereux face aux crises climatiques et aux problèmes qui nous attendent. Et donc, non, on ne va pas vers là, parce que ce n'est pas pour les Toulonnais, les hôtels de luxe. C'est pour les gens qui ne feront que passer à Toulon et qui ne profiteront pas du tout ni de la ville, et ça ne reviendra pas aux Toulonnais. Nous voulons rendre justement ce bord de mer aux Toulonnais, leur offrir l'espace vert dont ils ont absolument besoin et un espace de cohésion sociale. Michel Bonus, alors vous n'êtes pas du tout sur ce même créneau, je vois votre programme, vous voulez faire de Toulon une ville balnéaire, accueillir un maximum de touristes. Donc là, vous êtes plutôt sur des projets d'ailleurs d'hôtels de luxe, de thalasso. Je veux rendre ma ville attractive. Ma ville attractive parce que je sais très bien que quand il y a du monde au Halles, il n'y a pas de monde place de l'Équerre. Quand il y a du monde place de l'Équerre, il n'y en a pas au Morillon. Quand il y a du monde au Morillon, il n'y en a pas au Halles. Nous, on a besoin aujourd'hui de rendre notre ville attractive, que ça déferle sur tous les quartiers,
notamment les quartiers périphériques, et on a besoin d'avoir une vraie impulsion là-dessus. Moi, quand j'entends qu'il ne faut pas d'hôtel parce que ça ne profite pas aux Toulonnais, mais les Toulonnais profiteront des gens qui viennent justement à l'hôtel. Ils profiteront parce qu'aujourd'hui, un congressiste, qu'est-ce que ça déverse sur la ville de Toulon? Un croisiériste, ça déverse sur la ville de Toulon. Moi, je veux des touristes, je veux que ma ville vive, je veux que ma ville, aujourd'hui, soit tellement attractive qu'elle vienne, qu'on n'y passe pas, que ce soit plus une ville de passage, une ville où on y va. Et vous avez bien sûr, moi j'ouvre la mer. Alors je vais répondre à la question. Je vais répondre à la question d'Éric. Parce que Éric, il a pris une question précise. Plusieurs constructions. Oui, moi, bien sûr, c'est de la mer. C'est de la mer, bien entendu. Je veux déplacer le Palais des Congrès sur la mer. Et, alors peut-être un bureau, je suis plus nuancé avec le premier projet, mais c'est clair. Vous en êtes au deuxième alors donc? Non, c'est pas le même projet que Hubert Falco. C'est pas le même projet que l'équipe Hubert Falco, parce que d'abord, il s'est passé des choses. Et qu'aujourd'hui, on ne travaille pas sur la mer sans travailler avec la marine. Je ne prendrai pas une décision sans en parler à la marine. Pour une raison, c'est parce que les vérités de 2020 ne sont pas les vérités de 2026. Qu'est-ce que vous changez sur le projet initial? Moi, déjà, sur les bureaux... Palais des Congrès, vous souhaitez? Oui, le Palais des Congrès, je veux le luxe, vous le souhaitez? Oui, je le souhaite. Le Palais des Congrès, je le souhaite aussi. Mais parce qu'il va être sur la mer, parce que je veux développer cet aspect de congressiste. Et donc vous allez privatiser le bord de mer? De quoi? Les hôtels de luxe. Mais les hôtels de luxe, bien sûr. Mais alors? D'accord. Il n'y a rien de choquant aujourd'hui d'avoir un hôtel Marriott qui vienne là et qui respecte les normes. Mais au contraire, mais c'est bien parce que ça va accompagner le dynamisme économique de la ville. Qu'est-ce que vous pensez, vous aussi, station balnéaire? Non, ce que je pense surtout, c'est que Toulon est au ralenti depuis 3 ans. Depuis l'arrivée de Madame Massy, c'est la belle endormie, il ne se passe rien, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet. Et l'étude Challenge que vous avez dû tous voir est très dure avec cette métropole en disant que c'est celle qui investit le moins, qui est la moins attractive. Et je le déplore parce que Toulon est classé quand même 36e pas sur l'attractivité, on est vraiment très bas, mais je le déplore parce que je pense qu'il y a tous les ingrédients à Toulon. On a une situation extraordinaire, vous le disiez, entre le Faron, la mer Méditerranée, tous les ingrédients sont là, mais on a l'impression qu'il manque quelqu'un derrière la cuillère. Moi, je me propose évidemment d'être ce chef d'orchestre. J'ai bien senti évidemment qu'il fallait retourner Toulon vers la mer. C'est le premier port militaire d'Europe. Et on n'avait même pas d'adjoint à la mer. Moi, si j'ai fait appel à l'amiral Mallard, l'ancien patron du groupe aéronaval, on lui a confié le porte-avions, les Rafales et les escorteurs. Moi, je vais lui confier maintenant de tourner Toulon vers la mer, de s'occuper de l'économie maritime aussi, évidemment. J'ai un grand projet qui s'appelle le Palais de la Mer, qui sera autour d'un aquarium 360 degrés, qui sera un lieu de vie déjà pour nos enfants, pour les Toulonnais, mais qui fera venir des gens de toute la France. Le Palais de la Mer, on a dit aquarium. Voilà, et qui sera un lieu aussi où on pourra mettre en avant l'identité, la culture maritime, ça me paraît important. Et les gens, vous verrez, viendront de toute la France pour aller dans notre, ou par exemple, ou pourquoi pas comme à Cherbourg, voilà. Et ça sera aussi une façon pour nous de sensibiliser nos enfants à la biodiversité. On a quand même l'Ifremer, on a des écoles d'ingénieurs comme Citec très tournées vers la mer. Je voudrais vraiment qu'il y ait cette synergie, mettre tout le monde ensemble. Ce sera dans un passeport quand les touristes viendront pendant 3 jours. Vous pourrez voir le Palais de la Mer, visiter un aviso, aller voir le musée de la Marine, un téléphérique. Mais juste pour revenir sur l'attractivité, tant qu'on aura un aéroport moribond d'un côté et un mode de déplacement à ce point-là obsolète, on va avoir du mal à être très attractif. Isaline Cornil, alors vous, dans votre programme, j'ai pas vraiment vu de projet pharaonique. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le logement. C'est pas pharaonique, hein. Tout ça est bien budgété. Et ça rentre évidemment dans le budget. Vous avez raison, c'est une connotation. En tout cas, pas de grands projets, mais plutôt du logement, rien que du logement. Tout à fait. Je vois que mes concurrents parlent de grands projets, et notamment sur le front de mer, Mayol-Pipadie, le Made in Toulon, etc. Actuellement, nous avons la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer, et ça tombe bien, c'est eux qui gèrent l'urbanisme notamment. Et actuellement, c'est juste pour une petite parenthèse, mais ils sont en train de se battre pour conserver leurs locaux, puisqu'on veut les déplacer dans des locaux qui étaient amiantés à l'ancien rectorat, à l'ancienne inspection académique. Bref, donc en fait, nous n'avons en effet aucun projet bling-bling. Nous ne voulons pas mettre l'accent pour l'instant sur le tourisme et sur une éventuelle attractivité. On veut rendre la ville aux Toulonnais et on veut faire en sorte que chaque Toulonnais puisse être logé. Il y a actuellement 7000 logements, 7000 dossiers en attente pour des logements sociaux. Donc vous voulez construire des logements sociaux? Nous voulons construire des logements sociaux. On rappelle que Toulon d'ailleurs est déficitaire par rapport à la loi SRU, 17% au lieu des 25%, et paye chaque année autour de 3 millions d'euros d'amende. Voilà, donc vous voulez construire sur votre mandat combien de logements? 7000 logements sociaux.
Sur le mandat, c'est un objectif. Nous ferons le nécessaire au maximum pour construire ces logements. Nous ferons jouer le droit de préemption de TPM sur, sur le foncier qui se libérera au fur et à mesure. Et nous construirons ces logements sociaux pour les Toulonnais. En fait, le bon vivre à Toulon, ce n'est pas forcément pour le tourisme en premier lieu, c'est d'abord pour les Toulonnais. Alors, vous avez un petit peu anticipé la question d'une auditrice. C'est vrai que j'ai oublié. La question d'Emel, qui a 40 ans, qui habite à Saint-Jean-du-Var et qui vous interpelle tous les quatre sur cette problématique du logement à Toulon et dans la métropole. On l'écoute. Bonjour, j'aimerais savoir comment vous pouvez aider par rapport au logement qui augmente chaque année et les charges. J'ai entendu parler des familles qui galèrent au moins de 5 ans de demande d'HLM pour loger dans un HLM. Pourtant, ça travaille et tout, mais ils galèrent. Voilà, la galère de trouver un logement à Toulon. Oui, c'est au moins 8 ans en fait à Toulon pour arriver à obtenir un logement social. Et Emel a parfaitement raison. Il y a une problématique absolument gigantesque à laquelle il faut absolument s'attaquer. Elle parlait des loyers. Et effectivement, les loyers ont augmenté de plus de 30% depuis le Covid. Et il n'y a pas eu de dispositif permettant de les baisser. Pourtant, il y a des solutions. Si Toulon devient une station balnéaire, si Toulon change, c'est-à-dire qu'on aura davantage de touristes et ça fera monter les loyers. Qu'est-ce que vous proposez ? Nous avons deux dispositifs qui doivent être mobilisés. D'une part, la limitation du Airbnb, parce qu'on a 2000 logements qui servent uniquement à faire du Airbnb. Alors qu'est-ce que vous faites là-dessus ? Parce que Marseille, ils l'ont fait. Il y a des limitations en termes de durée, de nuitée, et il y a des limitations en termes de compensation. Un logement loué en Airbnb contre un logement. Et on passe de 120 nuits à 90 nuits, c'est ça ? Et des nuits et des nuitées limitées. Et puis il y a l'encadrement des loyers qui est aussi possible et qui permet justement de définir des tranches de prix justes. Si Toulon passe en zone tendue, ce qui n'est pas Elle est en zone tendue, madame. C'est pas ce que j'ai vu. Elle est en zone tendue. Vous vérifierez. Toulon est bien en zone tendue. Ah bon ? Bien alors vous vérifierez tous les deux. Très bien. Toulon est en zone tendue et donc nous avons cette possibilité d'encadrer les loyers dans une limite de 20%. Laure Lavalette, sur cette question. Effectivement, c'est un sujet... On n'a pas vu grand-chose sur votre programme, justement, sur ce logement. Oui, le mot n'y est pas, je crois. C'est un sujet majeur dans la mesure où, en plus, je pense qu'on va être très attractif et donc les gens vont venir. On pense aussi au chantier du porte-avions nouvelle génération. On parle de 250 familles, ou 2500 familles, pardon. Donc ça peut monter très vite. Il va falloir y réfléchir. On a un problème d'artificialisation qui est déjà quand même assez important à Toulon. On est à 68%, c'est-à-dire pratiquement le maximum de ce que l'on peut faire. Vous le disiez tout à l'heure, on est coincé entre Faron et Méditerranée. C'est ce qui fait de notre ville une ville si belle, mais aussi avec des contraintes particulières. Il faudra évidemment construire la ville sur la ville sans aller trop haut. Je pense qu'il faut s'attaquer à la rénovation urbaine, aller chercher les friches. Je pense à la cour de Nice, la friche de Frompré ou même à Sainte-Mus. Il y a encore des endroits et je pense que le droit de préemption, c'est effectivement un outil de planification dans le cadre de l'instruction des permis. Il y a aussi les logements vacants. On sait que le gisement des logements vacants est un gisement foncier stratégique dans ces villes-là. On a à peu près 5000 logements vacants à Toulon. Donc c'est vrai que je pense qu'il va falloir aller les chercher, il va falloir rénover. Et puis je pense quand même que de temps en temps, une belle construction dans un endroit peut aussi remonter ce quartier. Tout le monde ici va vous dire qu'ils ne vont pas construire, mais c'est pas possible, on ne peut pas ne pas construire, il faudra y arriver. Mais ça peut être aussi ça qui va redonner à un quartier de ses lettres de noblesse. Je serai très attentive à l'harmonisation des architectures. Je veux que ça reste évidemment donc très la construction de HLM. Et surtout, je veux de la concertation. Il ne faut pas que les voisins découvrent avec simplement le panneau en disant qu'il y a un permis de construire, que quelque chose se construit à côté d'eux. Je pense qu'il faut vraiment remettre ce lien et ce liant avec les Toulonnais. Alors, rapidement, une dernière question d'urbanisme, on peut dire ça ou pas ? Oui, je ne me suis pas exprimée parce que j'avais fait le lien mais je ne me suis pas exprimée sur la question de Emel, justement. C'est une vraie réalité, en fait, ce qu'elle dit. Quand elle dit il faut 5 ans, en fait, c'est 8 ans, 10 ans. Parce qu'en plus, du coup, ça soulève aussi... Là, on parle de l'attente, c'est ça, des familles pour un logement social. Pour un logement social. Vous l'avez dit, il y a de l'attente ? Voilà, il y a de l'attente, mais après... Je voudrais vous revenir dessus parce que si on passe à notre sujet, c'est important. On a entendu que vous souhaitez en tout cas davantage de logements sociaux. C'est juste pour faire un petit peu... Oui, mais en fait, nous créerions... Comment ? 7000 logements sociaux, vous voulez ? Oui. Vous avez dit ça. Oui, mais il n'y a pas que ça. Vous croyez que mon programme s'arrête à 7000 logements sociaux ? J'ai entendu. On est carencé sur 3800, vous allez en faire 7000. Nous créerons un conseil, qui mettra des critères
qui permettront d'accéder à des logements sociaux selon des critères définis pour éviter, oui, mais nous ferons en sorte qu'ils soient respectés, puisqu'on sait qu'à Toulon, le favoritisme et le clientélisme, c'est une réalité aussi. Bon, ce sont des accusations que vous portez. Nous voulons plus de transparence. Si vous voulez, vous pourrez lire les articles de Mediapart de M. Fonvieille, par exemple, sur les débordements, sur la Beaucaire et de certaines personnes. Michel Bonus, rapidement, puis après on va poser une question qui est importante pour Toulon. Quand on est attaqué personnellement, il faut savoir aussi toute raison garder et rester calme et répondre tranquillement. Une commission aujourd'hui d'attribution, elle n'est pas uniquement faite par la mairie, il y a l'État. Il y a les syndicats de locataires. Et tout au monde autour de la table, on décide. C'est pas comme ça. Si demain vous êtes conseiller municipal... À une époque, ça l'était un peu. Mais ça ne passe pas comme ça. Aujourd'hui, il faudrait construire, pour n'être plus carencé, 3 fois la Beaucaire. Ça veut dire que vous avez 1762 appartements. Mais on ne construit plus comme ça, monsieur. Non, mais si vous voulez pas de carencé, ça veut dire qu'avec des R+2, R+3 et R+4, ça veut dire qu'il nous faudrait 60 hectares. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, moi, pour cette question du logement? Je suis sur le mandat, je m'engage à créer 800 logements. C'est réalisable. Sociaux. Toulon Habitat, aujourd'hui, en a créé 600 dans le mandat. Plus les 200 des autres bailleurs sociaux, c'est très possible. J'étais président de Var Habitat, à l'époque où on achetait un appartement, il coûtait 25 000 euros l'appartement. Quand on construisait un appartement, il coûtait 25 000 euros. Aujourd'hui, c'est entre 45 000 et 50 000. La trésorerie des bailleurs sociaux ne sont pas extensibles. Un appartement, ça fait en moyenne 100 mètres carrés. Non, mais je voulais revenir dessus parce que c'est important qu'on comprenne bien quand c'est faisable et quand c'est pas faisable. Pour vous, 800 c'est faisable, et la rénovation, c'est pas faisable. Non, c'est impossible. La rénovation est essentielle. Après, on va parler de BAFA, mais bon, je vais pas. L'habitat dégradé, c'est très important. C'est important de penser à ça, parce qu'il y a des appartements qu'on peut racheter, mais dans la grande plaine, on a racheté 40 appartements pour Toulon Habitat. Michel Bonus, je pense qu'on a compris l'idée que vous défendiez. Juste une question pour terminer avec l'urbanisme, rapidement. Elle est importante. Vous avez évoqué tout à l'heure l'attractivité de Toulon, vous avez parlé de la zone littorale. Il y a un monument à Toulon qui est l'âme de Toulon, qui est l'emblème de Toulon, c'est le stade Mayol. Cet après-midi, lors d'une conférence de presse, Bernard Lemaitre, le président du RCT, a annoncé une nouvelle fois l'impossibilité de rénover le stade Mayol, sauf à investir 400 millions d'euros pour le raser, tout le tour du stade. Donc visiblement, rester à Mayol, possible, pas possible, c'est une question importante pour les Toulonnais et pour toute l'aire toulonnaise, voire au-delà ce stade Mayol. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, pour ce qui me concerne, rapidement, en deux phrases, la première chose à faire, c'est mettre en sécurité le stade Mayol. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas en sécurité, il n'y a même pas de PC sécurité, il n'y a pas de circuit pour que les ambulances arrivent. La deuxième chose, c'est grâce à l'esplanade que nous faisons, créer des hospitalités qui manquent au stade pour être à la hauteur des stades nationaux et internationaux. La question qui est posée, c'est la reconstruction du stade Mayol. Il y aura un bâtiment, et il y aura un bâtiment pour les hospitalités, parce que c'est le problème du RCT. Vous ne reconstruisez pas totalement le stade. Non. Et dans un troisième temps, donc je fonctionne en 3 étapes, et dans un troisième temps, il y aura une problématique de développement, mais elle est moins urgente une fois qu'on a mis en sécurité le stade. Et là, il faudra travailler avec les différents acteurs, et notamment à l'échelle du territoire, parce qu'il n'est pas question que Mayol quitte Toulon. Laure Lavalette, vous êtes pour ou contre reconstruire un nouveau stade ? Ne quittera jamais Toulon. Moi, mon obsession, c'est que le RCT reste en top 14. Enfin, je ne veux pas de relégation, ce serait la honte internationale, ça n'est pas possible, je ne peux pas l'imaginer. Ça, c'est l'aspect sportif. Non, mais c'est évidemment lié, évidemment, et Bernard Lemaitre l'explique très bien en disant, voilà, là, en l'état actuel des choses, le club est quand même en danger. Il y a un plan A, un plan B. Le plan A, c'est évidemment qu'on arrive à rester à Mayol, ce dont tout le monde a très envie. Dans le centre-ville. Il y a quand même effectivement, je crois, 400 ou à 450 millions de travaux à faire pour qu'on reste là. Mais si c'est possible, évidemment, pourquoi pas. Vous savez, on a déjà été reporté 2 fois contre La Rochelle, je crois, et le Munster. Là, on vient de nous dire quand même, la Fédération française de rugby a envoyé une lettre, en fait, à Bernard Lemaitre en disant, voilà, la prochaine fois que vous êtes obligé on va jouer à huis clos à Aix-en-Provence. Ça n'est évidemment pas ce dont j'ai envie. Donc, vous imaginez bien, il faut que on joue à Toulon. Le plan A, c'est évidemment on reste. Après, je ne suis pas complètement obtus. Si on me prouve que c'est complètement impossible, il faudra réfléchir à une autre solution. Mais vraiment, mon obsession, c'est que le RCT reste en top 14. Isaline Cornil. Alors moi, sur ce stade, je n'ai qu'un plan A, il doit rester là où il est le cœur de Toulon. Même si on a besoin de places supplémentaires pour que le club puisse être rentable
Je pense qu'il y a des aménagements qui peuvent être faits sans forcément partir dans des considérations de 400 millions d'euros. En tout cas, si c'est 400 millions d'euros, c'est sûr que la municipalité avec nous prendra sa part pour maintenir un stade accessible aux supporters et aux joueurs. Mais pour nous, ça ne sera jamais une priorité. Michel Bonus ? Il est clair que d'abord, c'est pas la fédération, c'est la Ligue. Oui, c'est important. Michel Bonus, qui a été joueur du RCT, entraîneur aussi au RCT. Ça me donne aucune légitimité et je suis vraiment au niveau de... Non, mais rapidement, aujourd'hui, Michel Bonus. il faut pour qu'on ait une équipe compétitive sur le terrain, il faut qu'on soit compétitif dans la partie invisible. Et la partie invisible, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Le stade fait partie de l'actif d'un club. Aujourd'hui, le stade Mayol appartient aux Toulonnais. On peut revoir une convention. Bien sûr, la mise en sécurité est essentielle. Une pelouse hybride est capitale. Ça, c'est le court terme. Mais faut-il reconstruire ou pas, Michel Bonus, rapidement, est-ce qu'il faut... J'ai qu'une étude devant moi. J'ai qu'une étude. Bernard Lemaître est intervenu devant la presse cet après-midi. Moi, j'ai qu'une étude. On me dit 400 millions d'euros. Oui. 400 millions d'euros, qui finance ? Qui finance 400 millions d'euros ? Nous, la ville de Toulon, pour avoir un stade ouvert 15 jours par an, donner 400 millions d'euros, je vous dis franchement, je n'irai pas là-dedans. Voilà. Par contre, se poser les bonnes questions avec le privé, qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense au Sporting aussi, parce que le Sporting, il y a des stades comme à Jambouin, où on est capable aujourd'hui, à Jambouin, de jouer au Stade Français, le Stade Français joue à 14h, et le Paris FC joue aussi à 21h. Donc je me pose la question aussi. Le Sporting, il a d'autres soucis là pour le moment. Il n'en est pas au stade. Non, mais je me pose la question aussi de rendre mon stade. Il faut soutenir mais les surtout joueurs. Rentable pour mon club, et rentable pour mes clubs. Parce qu'il n'y a pas que le RC, il n'y a pas que le rugby, et pourtant je vous dis, franchement, si je suis attaché à un club, c'est bien moi. Mais je préfère être clair là-dessus. C'est qu'il y a une étude qui est sortie. Vous en attendez une autre. L'actif d'un club, c'est vrai que c'est pas comme le foot. L'actif d'un club, c'est le stade. Et je comprends Bernard Lemaître aujourd'hui, qui est dans une posture de vendre le club, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Et lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut vendre l'actif. Et l'actif n'est pas. Et donc vous faites quoi ? On n'a pas compris. Moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie, mais il n'y a qu'une étude. Je prends le recul nécessaire. Vous réfléchissez ? Et je refais une étude. Pour voir, déjà, la mise en sécurité, c'est essentiel. Madame Lavalette a raison. On a reporté contre La Rochelle, on a reporté contre le Munster. Vous avez entendu Madame Lavalette, vous avez raison. On va passer au sujet suivant. C'est factuel. On va passer au sujet suivant, s'il vous plaît. On a mis 30 millions d'euros quand même depuis le début. Et il n'y a toujours pas de PC sécurité. Juste pour pouvoir au moins aborder le sujet qui nous concerne tous, qui est celui de la santé. La santé, juste... Ça concerne à peu près tout le monde. Laure Lavalette, je me tourne vers vous. J'espère que ça concernera le moins de monde possible. Oui, on le souhaite. Vous avez chiffré vos objectifs. L'idée pour vous, c'est d'augmenter le nombre de généralistes, d'atteindre, c'est ça, un généraliste pour 1000 personnes. Pour l'instant, on est un généraliste pour 1115 personnes, enfin Toulonnais. J'aimerais qu'on arrive à 1 pour 1000. Il manque des médecins aujourd'hui. Il manque des médecins et il y a encore trop de personnes qui devraient être en parcours de soins, notamment des gens en affection longue durée, comme par exemple un diabétique qui aurait besoin et qui n'a pas. Alors, on a effectivement une maison de santé qui a été ouverte à la Serinette, SOS Médecins. Je compte en ouvrir une à l'Ouest. Mais ça, c'est du parcours de soins non programmé. Ça n'est pas assez. J'aurais du mal à dormir en tant que mère en me disant que certains n'arrivent pas à être dans un parcours de soins. Ça me paraît fondamental. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais faire une maison de santé. Et je pense que la permanence dans laquelle je suis, je vous fais une confidence, sera la maison de santé de Saint-Roch. Ça me paraît tout indiqué. C'est au bon endroit. On sait qu'il manque des médecins là. Et j'ai réfléchi en me disant, tiens, la mairie va aider, va payer un bout du loyer et on va installer des médecins généralistes avec un 3e professionnel de santé, ce qui est nécessaire pour ouvrir la maison de santé. Je pense qu'elle sera à Saint-Roch à ma permanence. On aidera aussi, on facilitera l'intervention des infirmières et des services à la personne avec ce stationnement dont je vous disais qu'il serait facilité. J'ai envie en tant que maire stationnement facilité, c'est-à-dire que les infirmières et infirmiers... à chaque fois qu'on fera de la rénovation de nos rues, parce qu'on aurait pu parler aussi de la rénovation des chaussées, parce que c'est quand même la catastrophe à Toulon, à chaque fois que je referai faire une rue, nous mettrons des places dédiées aux infirmières libérales et aux services à la personne. Je pense que c'est vraiment fondamental. Je prendrai soin des gens qui prennent soin de nous. Vraiment, Toulon en a besoin. Et la priorité, c'est d'avoir un meilleur accès aux soins, évidemment. Oui, Magali Brunel, la question de la santé, est importante. La question de la santé accessible à tous, sur le plan géographique et sur le plan financier. Et là encore, il y a des trous dans la raquette. Il y a des quartiers qui ne sont pas suffisamment pourvus en médecins. Il y a d'autres quartiers qui le sont plus. Et donc, la première chose à faire, c'est s'appuyer sur nos outils. Nous avons un contrat local de santé qui est à notre disposition. C'est celui-là qui permet de faire des diagnostics, d'identifier les quartiers où justement les choses manquent. Et nous pensons qu'il ne faut pas des maisons de quartier
de santé, mais des centres de santé municipaux, avec une mise à disposition non seulement des locaux, mais aussi des personnels, parce que notamment dans les QPV, cela est soutenu par l'État et par la Caisse des dépôts, donc c'est financé, et parce que ça répond aux difficultés de ces quartiers qui n'arrivent pas à trouver de médecins. Vous souhaitez aussi vous intéresser au public senior. J'ai vu aussi dans votre programme, c'est important pour vous aussi, c'est occupe une place importante. C'est l'honneur d'une ville que de bien s'occuper de ses anciens, et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de difficultés qui perdurent, notamment en termes de logement. Les seniors, finalement, ils n'ont pas d'autre option que soit de rester dans le logement où ils vivent, et ensuite ils passent dans un logement où ils sont totalement dépendants du type EHPAD. Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a d'autres solutions, que les logements partagés existent, il y a des belles réussites, les notamment logements intergénérationnels, et qui permettent d'avoir un personnel aidant et ensuite de travailler en autonomie, de vivre en autonomie dans son appartement. C'est une solution pour permettre à nos seniors de vivre mieux, vivre plus longtemps. Il existe des dispositifs aussi qui permettent d'aménager leur appartement, et nous les ferons solliciter. Hélène Cornille, alors j'ai pas vraiment vu de choses particulières. Vous parlez beaucoup de défendre l'hôpital, tout simplement. Oui, alors défendre l'hôpital, mais pas que. Donc la santé, il y a à la fois la santé et le volet prévoyance aussi qui est important pour nous. Il faut savoir qu'on est dans une situation particulière puisque la population de Toulon est une population vieillissante et dont 22% vit sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà renoncé à des soins, faute de médecins traitants, faute de spécialistes, ou alors parce que les centres de santé se trouvaient trop loin. Donc nous, on est pour des centres de santé de proximité. Surtout au nord et à l'ouest où il en manque actuellement. Nous en voulons 4. Nous en voulons tout à fait 4. Un à l'ouest, un au nord, un au centre et un à l'est vers La Poncette, les œillets, etc. Donc nous sommes pour ces centres de santé et nous sommes à la fois aussi pour la prévention avec des médiateurs de santé. Et aussi des mairies annexes de proximité dans les quartiers avec des permanences PMI. Alors, pour la protection maternelle et infantile. D'accord. Et peut-être juste un petit mot, j'ai lu aussi sur votre programme, vous voulez aussi que ces centres prennent en charge les problématiques spécifiques des femmes, ça c'est important? Oui, tout à fait. Notamment l'endométriose. Exactement, c'est le type de problématiques qui sont peu prises en compte, que ce soit dans le monde du travail. Et donc nous voulons un accès vraiment privilégié pour ces femmes qui souffrent de ce type de maladie. Plus la PMI. Nous aurons aussi un conseil local de santé mentale, puisque c'est une problématique actuellement qui est très importante. Il existe déjà, ça fait un an qu'on l'a voté. Sur les associations, avec les... Juste avant de laisser la parole à Michel Bonus. Bien que les gens qui nous écoutent comprennent, quand on dit maison de santé ou centre de santé, c'est beau d'en proposer beaucoup, mais ça n'est pas que du foncier. Il va falloir faire venir des médecins généralistes. Et on a quand même une grosse difficulté à les faire venir. Il faut réfléchir aussi à la faculté de médecine. Pourquoi pas? Comment se fait-il que tous ceux qui sortent de l'internat à Marseille vont à Nice, à Marseille, mais ne viennent pas s'installer à Toulon? Je pense qu'il faut qu'on redevienne... Vous savez que ça ne dépend pas du maire, la faculté de médecine. Ça n'est pas le cas. Comment on fait ça? Quand vous êtes maire, vous ne parlerez à personne d'autre? Vous n'irez pas voir les ministres? Vous n'irez pas défendre des budgets? Oui, mais il y a une faculté de médecine par académie, Madame Lavalette. C'est la règle du jeu. Regardez Nîmes et Montpellier, par exemple, c'est unique en France. Moi, je pense que Toulon deviendra exactement la même chose avec Marseille. Mais parlons-en des budgets, si je peux me permettre une petite parenthèse. Vous irez vous battre à Paris et voter l'abaissement des... Hubert Falco a toujours très bien fait ça. Quand il portait des projets, il était enthousiaste, il allait à Paris et souvent il revenait avec le projet. Votez la baisse des budgets pour les collectivités. Et vous ne censurez pas la baisse des budgets aussi pour les hôpitaux. Et ça, c'est un gros problème. Vous ne pouvez pas dire que vous allez faire un CHU et faire une faculté de médecine à partir du moment où on a des hôpitaux qui sont exsangues. Nous n'avons plus les moyens parce que les moyens ne sont plus mis. Moins de suradministration et de l'argent pour les médecins et l'hôpital. Madame Cornille, vous avez tout à fait raison. Et vous avez voté il faut se battre pour des vrais budgets nationalement et il faut censurer les gouvernements. J'en ai fait tomber deux, Madame. Michel Bonus, je me tourne vers vous. La santé aussi est un sujet important pour vous. Franchement, je vous remercie parce que je pensais que je vous devais quelque chose. Alors, je vais vous parler de la santé. Non, mais c'est important. Vous souriez, mais c'est vrai qu'on peut sourire. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que je suis pas d'accord avec les trois dames qui sont. Je le respecte beaucoup, mais je suis pas d'accord. Aujourd'hui, c'est le personnel de santé qui doit gérer les maisons de santé. Le maire de Toulon et la ville de Toulon doivent être facilitatrices. Il est hors de question que nous, on mette en place des maisons de santé et qu'on aille chercher les médecins. On va créer une appétence avec la maison des internes. Oui, on va créer une maison des internes pour justement
densifier notre réseau de l'hôpital, mais aussi, bien entendu, sur le terrain. On a 152 médecins généralistes, on a 350 infirmières, on a 74 pharmacies dans Toulon. Nous, il faut qu'on crée ça. Et c'est vrai qu'il y a un déséquilibre sur le territoire. C'est important de le savoir. Mais créer une maison de santé, nous, la ville, c'est dangereux. Parce que ça doit être fait par les médecins et géré par les médecins. Si ce n'est pas le cas, mais c'est fait par les médecins. Non, mais faciliter. Non, c'est fait par les médecins. Nous, on doit se mettre en quatre. On doit être facilitateur. Regardez comment ça fonctionne. Laissez-moi terminer. Madame Brunel, j'ai essayé de ne pas parler justement pour ne pas vous couper, pour vous respecter. Essayez de me respecter un petit peu. Voilà. Simplement ça. C'est que c'est important pour nous qu'on crée ce climat de confiance avec les médecins, qu'on crée une appétence pour notre ville, parce que l'attractivité de la ville, elle passe aussi, et bien sûr par la santé. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire, je vais créer une maison de santé et je vais mettre en place les médecins. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Je peux vous donner 5 exemples dans le département du Var, étant sénateur. Je fais le département du Var. Laissez-moi terminer. Où les maisons de santé ont aujourd'hui fermé. Aujourd'hui, font aujourd'hui porte close. Justement parce que les villes ont payé un médecin. Et les difficultés après sur la constance, c'est une faute. Aujourd'hui, c'est les médecins qui gèrent les maisons de santé. Donc simplement, rendant la ville attractive, on attire des médecins. Ah bien sûr. Et on ne vote pas contre la loi sur les déserts médicaux. On a des quartiers comme la Florane, Val-Bertrand, où il y a les cerisiers, où nous sommes en bas de la Beaucaire. Il y a une maison de santé à la Beaucaire, mais à la Florane, je peux vous dire qu'aujourd'hui, depuis que le docteur Philippon est parti, vous savez, dans les 152, on en a 50% qui ont plus de 60 ans. Et dans ces 50%, il y en a 50% qui ont plus de 65 ans. Là, on a fait le constat. La solution La solution, c'est justement la maison des internes. C'est justement aider à venir s'installer, créer une vraie appétence pour la ville de Toulon, pour une former des aussi. internes sur place Bien à Toulon pour qu'ils puissent rester. Et moi, je suis favorable. Par contre, il va falloir attendre un petit peu. Le lendemain, mais c'est évident. On en crée déjà la maison d'études. On en crée déjà 180 à la Rhôde, et je compte continuer. Et j'ai la vue sur l'ANSI parce qu'on va déplacer le commissariat. On va faire un commissariat. On va faire un beau commissariat. On va faire un beau. Là, c'est un commissariat. Juste dans l'entrée de ville, et on prendra le commissaire de la police municipale pour faire des logements étudiants. Alors, on va écouter, parce qu'on arrive vers la fin du débat. Monsieur Bonus, on a bien compris, je pense, votre idée. Juste une dernière question d'auditrice qui n'a rien à voir avec ces thématiques, mais on va l'écouter. Oui, alors on va l'écouter tout de suite. Elle est là, la question, qui est une question qui a été posée donc par Christian. Christian, qui a 60, voilà, c'est un auditeur, Christian, qui a 74 ans, qui est dans le quartier Les Ameniers. Et cette question a été recueillie à Toulon par notre journaliste. Bonjour à tous. La question que je poserai, c'est à Madame Brunel. J'ai vu les sondages. On est à peu près certain que Madame Lavalette passe. Or, Madame Brunel est de gauche. Est-ce qu'elle peut tenter l'aventure de faire gagner Madame Lavalette ? Magali Brunel, c'est à vous qu'on s'adresse. Si vous êtes qualifié au second tour et que vous arrivez en 3e ou 4e position, est-ce que vous vous maintenez ? Parce qu'en 95, c'est ce qui avait permis à Jean-Marie Le Chevalier de l'emporter. Jean-Marie Le Chevalier, maire du Front National. Alors, je ne vais pas revenir sur 95 parce que votre version n'est pas tout à fait la mienne. Nous serons présents au second tour, nous pèserons dans ce second tour et nous ferons tout, bien entendu, pour battre le Rassemblement national. Et donc, dès la fin du premier tour... Vous êtes crédité de 12% dans le dernier sondage. Absolument. Et dès la fin du premier tour, nous engagerons une discussion républicaine avec nos partenaires. Alors, quels sont-ils, ces partenaires ? Eh bien, nous verrons à la fin du premier tour, puisque c'est le suffrage qui le dira. Vous pourrez discuter avec Michel Bonus ? Nous verrons à la fin du premier tour. Répondez à ma question. Vous pourrez discuter avec Michel Bonus ? Nous discuterons dans une perspective républicaine avec nos adversaires. Michel Bonus, vous êtes prêt à discuter avec Magali Brunel ? Moi, il n'y a pas de débat, moi. Moi, j'arrive 3e ou 4e, il n'y a pas de débat, moi. Je me lève de suite. Et je soutiens Mme Massy, que je regrette franchement qu'elle ne soit pas là. Parce que c'est la démocratie de pouvoir échanger, c'est la démocratie de pouvoir parler. Elle va au basket, on ira au basket, nous aussi. Peut-être qu'elle est meilleure que nous sur le lancer franc. Mais en tous les cas, je trouve que c'est dommage pour la démocratie de ne pas être là. Voilà. Le lancer franc, c'est rigolo, c'est une plaisanterie. Voilà. Isaline Cornille. Sur le deuxième tour ? Oui. Ah ben, moi, vous êtes crédité de 6% dans le sondage ? Oui, alors... Vous appelez à une alliance avec Magali Brunel ? Alors en général, on est toujours, la France Insoumise, un petit peu sous-estimée. Donc nous, on espère pouvoir accéder au deuxième tour. En effet, nous proposerons une fusion technique avec Magali Brunel, puisque dans le cadre du NFP, nous l'avons déjà fait. En revanche, voir Magali Brunel hésiter sur une alliance avec les macronistes ou les LR, ça me choque un petit peu. Voilà, Laure Lavalette, excusez-moi, parce qu'on arrive sur la fin. Laure Lavalette, on a vu, j'ai vu chez nos confrères de Var Matin. Juste, Monsieur Bonus. Je vous pose deux questions. Parce que quand on dit, vous dites LR,
C'est bien, je l'assume complètement. Mais non, Monsieur Bonus, non, mais quand même. Monsieur Bonus, nous arrivons à la fin. Je vais vous laisser votre minute après pour vous exprimer. Laure Lavalette. UDI, le Modem et le Parti animaliste. Monsieur Bonus, donc, c'est pas uniquement... le temps est compté. Moi, je pense que personne n'est propriétaire des voies. Tout le monde, moi, j'ai pas le droit. Dire, moi, Michel, effectivement, c'est que le risque, il est immense que cette ville, elle bascule dans l'axe de gauche qu'on a là. Et Madame Cornille et Madame Brunel vont donner leur voix à Madame Massy, qui est une femme de gauche. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ça ne va pas les gêner beaucoup. Mais que vous, sénateur LR, vous arriviez à cautionner que Toulon passe à gauche. C'est un appel aux électeurs bien sûr, aux électeurs de Monsieur Bonus. Mais je ne crois pas un instant. Je ne crois pas un instant que les électeurs de Michel Bonus feront comme ce que va faire Monsieur Bonus. Je pense même qu'ils vont être déçus de la prise de position de Michel. C'est évident. Les électeurs LR ne vont pas tous se reporter sur Madame Massy. M'appeler un coup Monsieur Bonus, un coup Michel. Soutenu par Madame Brunel et Madame Cornille. Moi, je vais vous dire, je suis là pour restaurer la confiance. Je suis là pour remettre on va vous laisser une minute. Là, on arrive à la fin de ce débat. Vous avez chacun une minute pour vous exprimer. On a fait un petit tirage au sort et c'est vous, Monsieur Bonus, qui démarrez cette petite minute. Vous adressez aux nos téléspectateurs. On vous écoute. Alors, oui, j'ai coupé Madame Côté, c'est parce que c'est vrai que c'est pas uniquement les LR, c'est aussi le Parti animaliste, c'est aussi Horizon, c'est aussi l'UDI et c'est aussi le Modem. Donc c'est quand même... C'est pas qu'un... Voilà, chaque fois on met LR en avant, mais je le respecte, je l'assume complètement. Mais derrière, on est soutenu quand même, et par les collectivités. Non, si aujourd'hui, c'est la politique qui est venue à moi. Moi, je suis à l'entreprise depuis l'âge de 24 ans. Je me suis tiré un premier salaire à 31 ans. Donc je peux vous dire aujourd'hui que si on est venu me chercher, c'est parce que j'étais entraîneur du RCT, j'étais joueur du RCT, parce que j'avais des commerces et des entreprises qui avaient pignon sur rue. Si je suis candidat à la ville de Toulon aujourd'hui, c'est parce que j'ai su construire une équipe solide et j'ai su mobiliser aussi 31 élus de la majorité. Et je vous dis franchement, et les patrons des collectivités, vous l'avez dit tout à l'heure, les collectivités comme la métropole et comme le département, et je m'honore de leur soutien. Si je suis candidat aussi, c'est parce qu'on a travaillé depuis des années. J'ai commencé la campagne depuis fin août. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me présente devant vous. Et ce projet, ce n'est pas le projet de Michel Bonus, c'est le projet des Toulonnais. Merci beaucoup. Voilà. Merci Michel Bonus. À vous, Laure Lavalette. Moi, je viens de dire aux Toulonnais le plaisir immense que j'aurai évidemment à les servir. Je suis là pour restaurer la confiance, rétablir la sécurité. On en a tant besoin. Redynamiser les quartiers qui ont été oubliés, rééquilibrer. L'équipe de Monsieur Bonus, Monsieur Falco et Madame Massy ont tout focalisé sur le centre-ville, laissant 3/4 de la ville avec un sentiment d'abandon terrible. Je suis là pour leur dire qu'on les aime, qu'on va s'occuper d'eux, qu'on va refaire de leur quartier une fierté. Je suis là pour redonner la fierté aux Toulonnais, d'être Toulonnais, refaire aussi rayonner Toulon entre Nice et Marseille. Je pense que c'est très important. Mais parce que je m'étais jamais présentée aux élections, je faisais pas partie de la majorité. On laisse parler Laure Lavalette, s'il vous plaît. Moi, je veux dire aux Toulonnais qui nous écoutent que ce qu'ils vivent n'est pas une fatalité. C'est la conséquence de choix politiques qui n'auraient pas forcément été les miens. Nous continuerons ce qu'Hubert Falco a fait de bien, mais nous mettrons du dynamisme. Nous avons une vision, une ambition pour cette ville. Alors, je vous le dis, le 15 et 22 mars, allez voter pour la ville, pour la liste Un avenir pour Toulon. Il y a vraiment un gros risque, il faut le dire aujourd'hui, et on l'a vu avec ce que nous venons d'avoir, que la ville bascule à gauche, cet axe de gauche entre Madame Cornille du Nouveau Front Populaire, de la France Insoumise, le Parti Socialiste, Parti communiste et Monsieur Bonus qui donnera aussi sa voix. Merci, c'est fini à vous, Magali Brunel. Merci, Laure Lavalette. Oui. Au deuxième tour. On va laisser Magali Brunel s'exprimer. Vous avez une minute, s'il vous plaît, Monsieur Bonus. Aujourd'hui, à Toulon, nous devons faire face à des défis très concrets. Pollution, pauvreté, crise climatique, insécurité. Une ville bien gérée, c'est une ville qui anticipe ces défis et non pas, Madame Lavalette, qui vote la baisse des moyens des collectivités et l'affaiblissement des services publics. Et Monsieur Bolus, vous avez voté, vous aussi, cette même baisse et vous voulez poursuivre à Toulon la gestion opaque. C'est comme un peu les arbres sur le pont du Las. Par Monsieur Falco. Regardez un peu. On va laisser Magali Brunel s'exprimer. Monsieur Bonus, on va laisser Magali Brunel. Vous avez 30 secondes encore. Une ville bien gérée, elle protège durablement ses habitants. Nous allons adapter nos écoles aux canicules, rendre le logement accessible et digne, permettre une mobilité gratuite, soutenir nos entreprises locales et garantir la sécurité dans nos quartiers. La question est donc, les 15 et 22 mars, qui incarnera l'honnêteté, l'amélioration du pouvoir d'achat, le souci du bien commun et la détermination pour servir Toulon? Je suis celle qui porte ce projet et ses valeurs. Merci à vous, Magali Brunel. À vous, Isaline Cornille. Une minute.
Alors, le nouveau Front populaire a obtenu aux dernières législatives une majorité qui a fait que le Rassemblement national n'a pas eu la fameuse majorité qu'il attendait selon les sondages. La seule manière de faire barrage à l'extrême droite, selon nous, c'est d'appliquer notre programme de rupture et non de faire des alliances avec la Macronie et leurs représentants locaux, que sont les héritiers de M. Falco. Ainsi, la seule liste qui défend ce programme du nouveau Front populaire et qui a obtenu 24% des suffrages à Toulon, c'est la liste de l'Union populaire, soutenue par la France insoumise. Celles et ceux qui font des promesses programmatiques et qui votent les budgets Macron le cornu d'austérité et de guerre ou qui ne les censurent pas ne peuvent pas être crédibles sur le terrain. Il n'est pas possible de défendre les services publics, les logements sociaux, la santé, l'éducation, sans s'opposer nationalement aux baisses des moyens de dotation pour les communes. Donc j'invite les électeurs à aller consulter notre programme, un programme de rupture qui est publié sur notre site LFI Toulon. Je les invite à voter pour l'Union populaire, puisque voter pour nos candidats, c'est voter pour des candidats qui disent ce qu'ils feront et qui feront ce qu'ils disent. Merci beaucoup. Ça se termine. Le chronomètre affiche 0. Merci. C'est la fin de ce débat. Un grand merci à tous les candidats bien d'avoir participé. Merci beaucoup. Il y a ce moment d'échange et puis de vos projets aussi. Ces débats, je rappelle, sont importants pour faire vivre notre démocratie en permettant à chacun des électeurs de prendre connaissance des programmes. Voici la liste complète des candidats en lice à Toulon. Je rappelle les dates des élections municipales. Ce sera le 15 et 22 mars prochain. Merci à tous. Merci Philippe Boccara d'avoir participé à ce débat. Et puis à suivre tout de suite sur France 3, votre journal régional avec Adrien Gavazzi. Merci à toutes et à tous. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci à vous, Nathalie Ramier.